Bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis heureux d'être ici en réponse à l'invitation d'Isabelle pour aborder cette question de la paix intérieure, puisque c'est le corollaire de ce que j'ai nommé là, du fracas des combats à la paix intérieure, c'est-à-dire ce chemin possible pour toutes et tous. En quelque sorte, eh bien, on va passer de nos conflits du quotidien, quels qu'ils soient, à une expérience beaucoup plus apaisée et apaisante. Donc, alors bien sûr que si on observe ma seule expérience, on va se dire que les conflits ou la guerre, elle est dans ce que l'on voit, dans ce qui est montré, dans les informations, tout ça. C'est bien avant ça. Le conflit débute à l'intérieur. Alors bien sûr que très rapidement, il prend une forme là avec le conjoint, avec le patron, avec le voisin, dans la famille. Et que, en vérité, il n'y a aucune différence avec ces conflits qu'on appelle guerres qui sont montrés un peu partout dans le monde. Ça va ? Ouais. Alors, effectivement, c'est très tentant de voir la guerre hors de soi. Très tentant de voir l'ennemi, l'adversaire, l'opposant à l'extérieur. C'est un peu tout le jeu du monde. Il y a vraiment à entendre, à comprendre que dès notre plus jeune âge, j'ai envie de dire, dès lors qu'on commence à se couper en deux, dès lors qu'on commence à dire non à ce qu'on sent en soi, dès lors qu'on commence à donner la priorité à l'extérieur au détriment de la voix qu'on sent en nous-mêmes, eh bien le conflit démarre. Alors il va prendre un peu de temps pour se manifester, mais puisque nous sommes que l'énergie, tout est énergie dans cet univers, dès lors où on a en soi un conflit qui est larvé, eh bien il va s'amener, il va se présenter à l'extérieur. Alors, moi ça m'a pris un peu de temps pour faire l'expérience de ça, l'expérience directe de la résonance entre le dedans et le dehors. J'ai longtemps cru effectivement qu'il y avait ce qui se passait dehors n'avait rien à voir avec ce que j'étais. C'est tellement plus confortable de dire c'est la faute de l'autre. Si ça ne va pas, c'est à cause de ce que tu m'as dit, c'est à cause de ce que tu m'as fait, c'est à cause de ce que tu m'as pris, etc., etc. Ça, effectivement, c'est très confortable pour l'ego, c'est très, très confortable pour le mental et la personne. Mais vient un temps où, si vraiment, eh bien, on est honnête avec soi, eh bien, on se rend compte que on est des créateurs et que tout ce qui advient dans notre existence, eh bien, c'est ce que nous vibrons, c'est ce que nous portons à l'intérieur. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de notion de sentir coupable ou quoi que ce soit, mais simplement, on a deux possibilités. Soit on se voit séparé du monde, coupé, et l'enfer, c'est les autres. Soit on se dit peut-être que dans tout ce qu'il y a là, si nous sommes énergie, que tout est en résonance, comme des champs magnétiques qui attirent à eux ce qu'ils portent, eh bien peut-être que si je modifie en moi, mon état intérieur, si j'appelle ce qui en moi est en guerre, en conflit, en opposition, ce qui est nié à l'intérieur, peut-être que autour de moi, ça va changer les choses. Peut-être qu'autour de moi, il y aura une résonance. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle. Bien sûr que moi, quand j'avais 20 ans, j'avais très envie d'un monde de paix. Quelque chose qui soit, vous savez, tout lisse, tout beau, tout blanc, tout à l'image de ce que je me faisais d'une dimension spirituelle. Je rêvais de ça depuis mon plus jeune âge. Et puis, lorsque je me suis mis en quête de ce monde-là, à l'extérieur, j'ai regardé autour de moi, partout, et, bon, ne trouvant rien, je me suis posé la question et j'ai dit, il est où, par où je dois passer dans ce monde, dans cet univers, pour rencontrer cette humanité-là, qui serait une humanité que je voyais paisible.
Et la réponse que j'ai reçue intérieurement, qui était une injonction non négociable, eh bien c'était cette image-là, cette espèce de, de- de décor où on me montrait effectivement des gens en treillis, on montrait une armée, on montrait un régiment. Bon, ce n'était pas exactement la réponse que j'attendais, ça ne résonnait pas totalement avec ce que je me faisais comme idée de mon temple ou de mon ashram. Euh, mais lorsqu'on se pose vraiment une question et qu'on est honnête avec soi et que la réponse nous vient comme une évidence, eh bien on la suit cette réponse-là. Alors j'ai suivi cette réponse-là, alors que a priori ça ne résonnait pas du tout avec cet appel à la paix intérieure qui était en moi. Alors qu'est-ce que j'ai rencontré pendant ces 18 années bien sûr que ce qu'on appelle l'opposition, le conflit, la lutte, eh bien tout ça est porté à son paroxysme. Ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené, évidemment, dans un premier temps, à croire ce qu'on disait, comme dit tout le monde. Effectivement, l'ennemi est là, on le pointe du doigt, c'est celui qui porte telle apparence, qui a dit ça, ou qui a pris tel territoire, ou que sais-je. On est porté à croire ça. Et puis vient un temps où la vie nous place face à nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'échappatoire. On ne peut plus se reposer sur la croyance que mon problème vient de l'autre. Que ce soit le conjoint, le mari, le voisin, le patron, etc. etc. La vie nous place dans une situation où il nous est montré que pour qu'il y ait un conflit, pour qu'il y ait une lutte, pour qu'il y ait une dispute, il faut être deux en permanence. Donc, faute d'un des deux combattants, la guerre s'arrête. À l'instant où on entend ça, on comprend ça, il n'y a plus l'autre qui est méchant, il n'y a plus l'autre qui est l'adversaire. Il y a juste deux êtres qui cherchent eh bien, à se rappeler ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont pur amour. Alors on me dit, mais dans ton monde là d'avant, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de haine, le plus d'opposition, le plus de lutte. Et je réponds, en fait, non. C'est l'endroit où, en vérité, il y a le plus d'amour. Alors vous allez vous dire, mais il est dingue. Qu'est-ce qui fait que deux êtres, là, se rencontrent? Qu'est-ce qui fait que deux êtres se rassemblent? Quelle est la force qui fait que l'individu A et le B, parmi les 7 milliards sur Terre, vont se coller, même si c'est pour se coller des baffes. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont se coller l'un à l'autre? Quelle est cette énergie qui fait que les choses se mettent ensemble? Quelle est cette force? Elle s'appelle l'amour. Alors le jour où on comprend ça, le jour où on comprend que dans tout conflit, dans toute dispute, dans toute altercation, eh bien, il y a en vérité sous-jacent une aspiration totale à l'amour, c'est-à-dire à traverser le voile, à traverser l'apparence, à traverser la croyance que l'autre est celui contre lequel eh bien, je dois résister ou lutter. Mais au contraire, je vois que si parmi les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, puisqu'il n'y a pas de hasard, celui-là qui est face à moi ou celle qui est face à moi est celle que la vie a choisie pour que ce qui en moi n'est pas en paix le devienne. Ça change tout. Il n'y a plus l'autre et soi. Il n'y a plus que deux êtres qui cherchent à s'aimer totalement. Alors, quand je parle d'amour, ce n'est pas un amour, si vous voulez, un amour humain, sentimental. On va se prendre forcément dans les bras l'un de l'autre et on va se trouver toutes les qualités du monde. C'est une cessation du jugement et du rejet. C'est déjà énorme. J'ai rencontré une dame il n'y a pas très longtemps, en séminaire d'ailleurs, qui me disait moi j'aime personne, j'aime pas les gens. Qu'est-ce qui sous-tend ça? Qu'est-ce qui s'exprime quand on dit j'aime pas les gens? Eh bien en fait, c'est pas les gens qu'on n'aime pas. C'est on n'aime pas sentir ce qu'on sent à l'intérieur là,
lorsqu'on est avec les autres, parce qu'on est en train de buter sur notre incapacité à se rappeler qu'on est pur amour. On n'a qu'une envie, mais c'est d'aimer l'autre. C'est de sentir que l'amour que nous sommes, eh bien, glisse à travers nos cellules, quel que soit l'être qui est en face de nous. Alors bien sûr que lorsque ça n'a pas lieu, eh bien, on préfère dire « toi je t'aime pas » et « toi je t'aime pas » plutôt que de sentir qu'en fait, il y a en nous des blocages, des freins qui nous privent cette expérience directe de se rappeler l'amour que l'on est. Alors, bien sûr que c'est tellement tentant lorsque quelqu'un va venir avec une parole soi-disant blessante, de répondre, de riposter, de rentrer dans ce jeu-là de la dualité. Mais encore une fois, imaginons simplement un ring. Si on est deux sur le ring et qu'à un moment donné, l'un des deux dit « Ok, j'ai compris ce jeu-là. Moi, je m'assieds ou je sors du ring. » Que fait l'autre? Même s'il est très en colère, même s'il est très agressif, que fait un être seul sur un ring? Eh bien, il ne peut plus rien faire. Faute d'un des deux combattants, la guerre s'arrête. Le jour où on entend ça, eh bien, on ne peut plus rentrer dans ces jeux de la dualité. On ne peut plus rentrer dans ces jeux de l'opposition. Alors, la vie nous pousse, là, dans nos retranchements. Pourquoi? Pour chaque fois qu'on se rappelle ce que l'on est. Qu'on se rappelle qu'effectivement, malgré les apparences, qui sont bien sûr trompeuses, on le sait tous, tout ce jeu de cette dualité, tous ces conflits-là, larvés ou exposés, eh bien, nous invitent à une chose, exprimer ce que nous sommes. Alors bien sûr que ce n'est pas confortable pour l'ego ou pour la personnalité, qui adore juger, qui adore reporter sur l'autre les torts, qui adore se sentir victime des autres, qui adore désigner l'autre comme étant le coupable, comme étant le responsable de son mal-être. Bien sûr que c'est très tentant. Jusqu'au jour où on comprend que, puisque nous sommes des êtres créateurs, eh bien, tout ce qui advient notre existence, du soir au matin, du matin au soir, n'a qu'un seul but, c'est faire en sorte que nous déposions les armes, faire en sorte que nous cessions de nous sentir séparés, de nous croire séparés des autres, et que nous retrouvions, eh bien, l'unité qui est notre nature originelle. Rien n'arrive au hasard, tout est fait exprès. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul instant de notre existence qui ne soit là, dédié à ça. Quelles que soient les situations, aussi intenses soient-elles, elles sont là pour ça. C'est-à-dire que c'est comme si on avait missionné toute une troupe d'acteurs autour de nous qui vont parfaitement jouer des rôles d'opposants, d'agresseurs, de traîtres, de juges, de lâches, pour ça. Et si on arrive enfin à traverser le voile, à aller au-delà de l'apparence, aller au-delà du masque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la rencontre se fait. Vous voyez, dans les camps de concentration pendant la guerre 39-45, les prisonniers avaient interdiction, sous peine de mort, de regarder dans les yeux là, les gardiens. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux? Eh bien, on le rencontre. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence. Là, il n'y a plus cette distance qui est entretenue. Alors bien sûr qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Parce qu'au bout de 3 secondes, c'est plus une distance, c'est l'amour qui reprend son espace, sa dimension. Alors pourquoi on est dans ce monde, cette société où il y a une telle difficulté à regarder les gens dans les yeux? Vous voyez dans la rue comment ça se passe lorsque vous croisez quelqu'un. Tout le monde baisse la tête, tout le monde baisse les yeux. Et lorsque on regarde quelqu'un dans les yeux, dans le métro ou dans la rue plus de 3 secondes, il y a une sorte d'inconfort qui arrive. Pourquoi il y a cet inconfort-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle incommodation à être vue au-delà du masque, à être perçue dans sa vérité? Parce qu'il y a la vérité qui remonte. On ne peut plus jouer les mêmes rôles.
On est littéralement démasqué. Alors, bien sûr que c'est plus confortable de se limiter à l'apparence et de dire oui, j'ai un avis sur un tel, je le connais alors que soi-même on ne se connaît même pas. On passe parfois des vies entières à s'éviter même des gens qui vivent sous le même toit. J'ai observé beaucoup de situations où des couples sont ensemble depuis 30, 40 ans, mais combien de vrais temps de rencontre? Combien de vrais temps où on n'a pas comblé le silence? On a honoré cet espace qui était infiniment plus précieux que les mots qui sont là dits pour combler ce silence. Combien de temps on s'est vraiment perçu dans notre vérité? Et chaque fois qu'on est confronté à l'autre, que cet autre soit dans la rue, dans la cage d'escalier, ou dans notre famille, ou un inconnu, c'est toujours ça, c'est toujours qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir la séparation, ou choisir de me rappeler que je suis là pour l'unité. Alors on peut, mais si on se pose la question, pourquoi on vient sur Terre là? Ça sert à quoi finalement? Si on se dit, tiens, je vais essayer de me trouver une place en paix sur Terre, globalement, c'est pas tellement le bon endroit. En revanche, si on se dit, tiens, je vais me rappeler de la paix que je porte à l'intérieur et je vais incarner ce changement que j'aspire à voir sur ce monde, là, c'est l'endroit parfait. Parce qu'il y a une telle intensité des frictions, il y a une telle intensité là, de la dualité, que ça nous pousse chaque jour davantage à l'épuiser ce qui est vrai en nous. C'est tellement fatigant, c'est tellement éreintant d'entretenir cette idée de la séparation. Ça demande tellement d'énergie, d'être contre nature. Notre nature véritable est une nature aimante. C'est contre nature de rentrer en conflit dans la croyance que l'autre est coupé de soi, qu'il n'y a pas d'unité, qu'on n'est pas tous un, qu'on n'est pas tous issus de la même source. Ça demande juste une bonne volonté qui est celle de donner du sens à ce que l'on est. Le sens, et c'est quoi le sens de cette présence sur Terre? C'est se rappeler notre nature originelle. Alors, on peut obstinément croire que la substance de ce qu'on est nous sera donnée, déterminée par l'extérieur. On a tous cru à ça pendant certains temps. Lorsqu'on était enfant, eh bien, on a pris pour vrai toutes les étiquettes qui ont été posées sur nous. Par les parents, par les enseignants, par la société, et puis on a commencé à vouloir défendre ça, défendre une identité. Sauf que la défense de cette identité-là, eh bien, s'est trouvée confrontée à la défense d'identité de chacune et chacun qui était autour de nous. Et c'est pas ça. Ça mène à ce chaos d'aujourd'hui. Chacun mène la guerre, on va dire, avec une bonne intention au départ. Toutes les guerres partent d'une bonne intention. On va défendre sa patrie, on va défendre ses idées, sa politique, son économie, ses besoins. Tout le monde dit, mais non, mais j'ai raison. Tout le monde a raison, bien sûr, de ce point de vue-là. Ou alors, on rentre dans autre chose. Et on se dit qu'effectivement, tout ce qu'on a pu dire de moi, toutes les croyances que j'ai pu absorber de l'extérieur ne sont pas ce que je suis. Ce que nous sommes est intemporel, n'a pas commencé, n'a pas de fin, a toujours été là. Notre nature véritable n'est pas figée dans une identité, n'est pas figée dans une nationalité, n'est pas figée dans un travail, n'est pas figée dans un nom, une famille, un lieu géographique. Alors qu'est-ce que nous sommes vraiment? Lorsqu'on dépouille tout ça, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste exactement ce que l'on voit chez l'autre lorsqu'on veut bien enlever ces voiles-là. C'est en ça que lorsqu'il y a cette respiration avec l'autre, lorsqu'il y a cette rencontre véritable, lorsqu'on traverse tous ces voiles, il y a ça qui est rencontré. Mais tant qu'on bute chez l'autre sur cette même apparence, déjà ça veut dire qu'on est tellement attaché en soi à cette apparence,
Mais tant qu'on bute chez soi, chez l'autre, sur cette apparence-là, eh bien, on préfère, dans ce libre arbitre, opter pour la peur, pour le jugement et le rejet, plutôt que l'unité. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, le monde tel qu'il semble fonctionner aujourd'hui, notamment on peut l'observer avec les démarches dites de la politique, où c'est toujours l'un contre l'autre. On parle de combat politique, de lutte partisane, il faut gagner quelque chose et perdre, et sinon... Et la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, notamment en France, on trouve ça absolument abouti que, au final, quasiment 50% de la population eh bien, perdent contre 50% qui va gagner. Et ça, on a dit que c'était le meilleur système au monde. Comment peut-on encore croire à ça? Imaginez une maison avec 6 personnes à l'intérieur et tout le monde serait satisfait s'il y avait 4 personnes sur les 6 qui avaient droit de citer, droit d'expression, les 2 autres qui restent, non, c'est pas grave, c'est parfait. Et on veut que cette démocratie soit propagée dans le monde entier comme étant le système le plus abouti. Et bien sûr que ceux qui ne sont pas dans cette démocratie sont des sauvages. Alors que la voie de l'unité, c'est quoi? C'est une voie où la voix de chacun est entendue. C'est-à-dire que ce n'est plus dans cette séparation gauche-droite, gagnant-perdant. C'est un accueil de l'aspiration de chacune et de chacun qui permet l'émergence d'une vérité qui englobe tout le monde. Alors, c'est important de voir aujourd'hui si on est encore engagé dans ces processus où l'on pense qu'on va gagner quelque chose ou qu'on va perdre autre chose. Parce que ce qui est vrai là, à l'échelle collective, l'est aussi en soi. Alors, quand je parlais de cette idée d'incarnation sur Terre, j'aime bien, dedans, y inclure cette notion de responsabilité et d'identité créatrice. Puisqu'il n'y a pas de hasard. On est tous là, on a choisi des parents, une famille, un lieu géographique. Tout ça a du sens. Est-ce que vous êtes OK avec le fait d'avoir choisi des parents? Oui? Ou pour vous c'est le fruit du hasard? Non? Bon. Donc ça veut dire que tout ça a du sens. Et donc, ces parents qu'on a choisis, eh bien, pour certains d'entre nous, ont joué des rôles particuliers, qui ont pu pointer en nous des espaces un peu inconfortables. Des fois, c'est un euphémisme. Mais ça a du sens. Vers quoi ça nous amène? Qu'est-ce qu'on garde encore dans notre besace? Soit on garde encore de la rancœur, de la récrimination, soit on veut entretenir en nous l'idée qu'on était victime, soit on dit « Ok, très bien, je commence à me souvenir ». Puisqu'il n'y a pas de hasard, je suis donc arrivé dans cette famille-là pour me rappeler ce que je suis. Pure joie, pur amour, pure paix, pure sérénité, pure complétude. Qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'assume ça? Est-ce que je me responsabilise par rapport à ça? Ou est-ce que je garde encore, là, à l'arrière-plan, l'idée qu'ils auraient dû faire différemment? Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ne m'ont pas dit les bonnes choses. Ils ne m'ont pas aiguillé dans la bonne direction, et ainsi de suite. Tant qu'on garde ça encore comme une sorte de revendication, comme une espèce de cause de notre mal-être d'aujourd'hui, on se coupe nous-mêmes de notre nature originelle. On se sépare de notre responsabilité. Et donc on se prive dans la vie de tous les jours du pouvoir créateur qu'on a, en tout cas de la conscience qu'on peut en avoir. Et c'est assez puissant, parce que si, là, avec ce père et cette mère, avec ces premiers encadrants terrestres, on n'a pas transformé la douleur ou la peine ou la colère en gratitude, toute la suite de l'histoire sera dans cette lignée-là. Comment se sent-on par rapport à ça?
Est-ce qu'on est là en capacité, au-delà des actes qu'on peut être commis, mais de se dire, tiens, ça a eu du sens. Tout ça m'a conduit finalement à cheminer à l'intérieur et découvrir ce que je suis vraiment. J'ai rencontré une dame il n'y a pas très longtemps. Elle me dit, alors moi j'ai une enfance horrible. Quand j'avais 6 ans, mon grand-père m'a violé. Il m'a bousillé ma vie. Alors suite à ce viol-là, eh bien, j'ai dû entreprendre des thérapies, des recherches, des introspections, des cheminements, des voyages, des retraites, etc., etc., etc. Et puis, tout en disant ça, elle se rendait compte que grâce à cette action-là, initiale, eh bien, elle avait fait tout ce cheminement intérieur. Et que si elle avait peut-être vécu autre chose, elle se serait là laissée porter par le courant de la vie tel qu'elle voulait l'imaginer. Et en disant ça, eh bien, elle prenait ponctuellement conscience à quel point l'être qui a joué ce rôle de grand-père, eh bien, qui l'a violé, eh bien, en vérité, pas en apparence, en vérité, était à son service et qu'elle avait choisi pour ça. Mais quel soulagement! Alors, ça faisait 60 ans qu'elle portait ça. 60 ans. Mais quel soulagement à l'intérieur de se dire, tiens, mais en fait, si je l'ai choisi et qu'il s'est passé ça, c'est parce que je m'étais dit, je vais programmer cet événement-là, ça va me pousser, me conduire dans mes retranchements et je n'aurai pas d'autre choix que de chercher la vérité en moi. De sortir cette idée que l'amour vrai peut être obtenu à l'extérieur. Bien sûr qu'on est tous là-dedans au départ, on va chercher à être aimé au dehors, notamment par les parents, par l'entourage. Et aucun être au monde, aussi aimant soit-il, ne peut nous aimer à notre place. Bien sûr qu'on peut recevoir des preuves d'amour, on peut recevoir de l'affection. Mais vient un temps où on a besoin, de manière essentielle, de sentir ça, que même si l'autre, l'être aimant, n'est plus là en face de nous, eh bien, ce cœur ouvert continue à vibrer. Alors souvent, on mélange la volonté de surface avec la volonté véritable. La volonté de surface, elle dit quoi? Elle dit, par exemple, pour la paix, je veux être en paix autour de moi, je ne veux pas qu'il y ait de bruit, je ne veux pas que mon voisin tape dans le mur, je ne veux pas que mon conjoint y mette la télé trop fort, et ainsi de suite. On veut une paix extérieure. Ça, c'est la volonté de surface. Mais la volonté véritable, elle est où? Elle est, ce que je veux vraiment, c'est que quel que soit ce que me dit mon conjoint, quel que soit le bruit que fait le voisin dans le mur, quelle que soit la météo, quel que soit le phénomène extérieur, ça n'impacte pas la paix que je suis. Elle est là, la vraie volonté. Et bien des êtres sur Terre se trompent de volonté. Ils sont dans une quête extérieure, voulant une paix au dehors, pensant que cette paix du dehors va amener la paix à l'intérieur. Alors on fait des choses, on essaye d'appuyer sur les têtes qui dépassent, on veut faire silence hors de soi. D'ailleurs, que dit l'ego? Il dit « foutez-moi la paix ». Pensant bien sûr que cette paix-là, elle va venir du dehors. Alors on peut se fatiguer une vie entière à essayer de lisser tout ce qu'il y a autour de soi, pensant que cet extérieur est la cause de notre mal-être, notre inconfort. Puis vient un temps, on se dit non, tout ça qui est autour de moi, toutes ces turbulences, elles n'ont qu'un seul but. Comment je le regarde aujourd'hui? Est-ce que je suis OK pour voir que ces turbulences-là, d'une part, sont à mon service, et d'autre part, c'est qu'il y a encore un espace en moi qui permet leur production, leur émanation. Ça me rappelle on parle de voisin qui tape dans le mur, une anecdote. J'anime un séminaire à Paris et puis il y a un jeune couple qui est là. Et la jeune femme me dit, pour être en forme aujourd'hui, j'ai passé la nuit chez mon compagnon, parce que moi, mon voisin, il tape toujours dans le mur. Et donc, je passe des nuits très mauvaises.
Et donc, elle a passé la nuit précédant le séminaire chez son compagnon, qui lui habite un appartement très calme. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que chez son compagnon, cette nuit-là en particulier, eh bien le voisin a tapé dans le mur. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ça doit se passer comme ça ne peut pas être autrement, puisque on porte en soi. On est des champs magnétiques. Donc, on attire à soi ce que l'on vibre. Et bien sûr, le compagnon, d'ailleurs, n'a pas entendu les bras dans le mur. Mais toute la vie est là. Tant que l'on fuit les situations, pensant que c'est l'extérieur qui est dérangé ou dérangeant, et qu'on ne conçoit pas à quel point cet extérieur-là, il sert à sentir ce qui en nous n'est pas stabilisé, eh bien on peut aller partout où on veut, essayer de trouver même un igloo dans le Groenland. Qu'est-ce qui va se passer dans le Groenland avec l'igloo? Vous allez voir débarquer le pingouin qui va taper à la porte. Forcément. Parce que c'est pas réalisé. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas cette paix-là, cette paix de surface, on veut la vraie paix. On veut quoi? On veut que quel que soit ce qu'on nous dise, que le voisin nous insulte ou qu'il nous fasse des éloges, que ça n'affecte pas dedans. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, on va préférer tel type de phrase qu'une autre. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut sentir que l'amour que l'on est, il n'est pas tributaire des autres. Que si même l'être aimé part demain avec quelqu'un d'autre, puisque on a aspiration à sentir l'amour inconditionnel dans nos veines, dans nos cellules. On ne veut pas qu'il soit là ou qu'elle soit là avec nous. On veut que quel que soit eh bien, ce qu'il y a autour de nous, ça n'affecte pas l'amour que nous sommes. On veut que quel que soit le décor qui est autour de nous, ça n'impacte pas l'harmonie que nous sommes. Alors, bien sûr que c'est très tentant, encore une fois, de croire à ce décor extérieur comme étant la cause de notre état intérieur. Alors bien sûr que dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? Justement, eh bien on fait des choses pour avoir là cette paix provisoire, cette sensation d'être aimé, et puis progressivement être la paix, être l'amour. Ça ne fonctionne pas. C'est seulement en se rappelant ce que nous sommes, en étant ce que nous sommes, que ça modifie l'extérieur. Alors, bien sûr que si on est encore accroché à ces « oui, mais quand même », ce qu'il m'a dit, t'avoueras que. Si on a encore gardé ça, si on est encore accroché en nous à une partie qui ne veut pas lâcher l'idée de la victime, qui ne veut pas lâcher l'idée du jugement de l'autre, ce que je vous dis là, eh bien, est pure, est lettre morte et pure littérature. Mais si vous êtes là ce soir, je veux croire qu'il y a un aspect en vous, une partie en vous, qui se dit, oui, ce que je sens en moi, ce que je sais être, au-delà de tous les masques, de tous les voiles, je sais que je suis ça, que je suis la paix, je suis l'amour, je suis la joie. Et que l'extérieur, là, autour de moi, n'a pas ce pouvoir-là d'affecter ça. Bien sûr que, encore une fois, si vous vous comparez avec ce qui se dit autour de vous et ce qui se vit autour de vous, eh bien, il y a une espèce de masse émotionnelle qui invite à la non-responsabilité. C'est tellement plus confortable pour l'ego de se dire si je suis mal, c'est à cause de ce que tu m'as dit, à cause de ce que tu m'as fait. Ou alors on change son niveau de conscience. Et on dit, tiens, grâce à ce qu'il m'a dit, grâce à ce qu'il m'a fait, le fait que cet amoureux, cette amoureuse-là m'ait quitté, ça touche en moi un espace de vulnérabilité, un espace que je n'ai pas comblé de l'intérieur. Quand on parle de libre arbitre, il est là, libre arbitre. Qu'est-ce que je vais choisir? Je choisis le jugement, la peur, le rejet, ou alors je choisis la foi, l'unité, la confiance. Donc l'amour. L'arbitrage, il ne se fait pas entre est-ce que je prends la route de gauche ou la route de droite, est-ce que je m'habille en bleu ou en rouge. Ça, c'est une conséquence, là, dans la manifestation. Quand on parle de libre arbitre, il est là. Chaque fois que la vie va me donner, là, l'opportunité de me rappeler ce que je suis, de me rappeler ma vraie nature, qu'est-ce que je vais choisir? Séparation
unité. Séparation, unité. J'ai le choix à chaque fois. Même dans des situations qui peuvent paraître anodines. Souvent, je suis assez interloqué de voir comment ça se passe au feu rouge. Lorsque il y a une voiture qui est devant vous ou devant quelqu'un là et qui le feu passe au vert, bien sûr que le feu passe au vert, l'autre devant n'avance pas. C'est normal. Il a, pour nous, à notre service, il n'y a pas de hasard. Là, on a le choix. Si on se dit, mais on laisse la colère monter, le jugement apparaître, et puis le poing qui va aller écraser le klaxon, réaction communément observée. Si on se dit, tiens, puisqu'il n'y a pas de hasard, on aime tellement dire qu'il n'y a pas de hasard, mais là, pour le coup, non. Là, c'est le hasard, il est là, devant la voiture. Puisqu'il n'y a pas de hasard, et que le fait qu'il n'avance pas lorsque le feu passe au vert, et que ça fasse émerger en moi un espace de guerre, un espace qui dit non, un espace qui juge, un espace qui dit sors de ma vue, tu m'énerves. Un espace qui est en guerre en nous. Si là on se dit tiens, s'il est là devant moi, ici maintenant, c'est à mon service, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Libre arbitre. Je choisis le rejet, le jugement ou l'unité, c'est-à-dire de me rappeler pourquoi j'ai créé ça. Je choisis la responsabilité. Tiens, je sens monter une énergie qu'on appelle colère, jugement, rejet, peu importe. Et là, je vais accueillir ce que je sens. C'est-à-dire que je vais remplacer mon jugement habituel par de la gratitude. Gratitude qui n'a pas de destinataire. C'est pas, on ne va pas remercier forcément devant le conducteur, mais on se dit, oui, là, j'entends ce qui se passe. J'accueille ce qui se présente en moi. Je sens la responsabilité là, de ce décor autour de moi qui envahit chacune de mes cellules. Mais tant que je dis ou je crois que mon mal-être, il vient du fait que l'autre devant n'avance pas, et que je crois que le soulagement à mon mal-être vient du fait que l'autre, enfin, il s'est décidé à avancer. Qu'est-ce que je vais reproduire dans ma vie de tous les jours? Ce sera exactement ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lorsque je commence à porter sur le monde un regard neuf, dire tiens, tout ce qui va advenir aujourd'hui dans ma vie, dans mon existence, tout ce qui va m'être dit, n'aura qu'un seul but. Faire en sorte que je me souvienne de ce que je suis et de ce que je veux vraiment. De ce que je veux vraiment, pas en surface, de ce que je veux vraiment. Et que chaque fois que ça va pointer en moi un espace qui aura tendance à vouloir juger, vouloir condamner, je vais juste là changer de regard et intérieurement dire merci. Merci parce que ça pointe en moi un espace qui est encore en guerre et si j'accueille cette sensation, cette énergie, je libère cela. Et libérant cela, qu'est-ce qui se passe? Ma vibration augmente de plus en plus. Et partout où il y avait de la peur, de la séparation, il y aura de l'amour. Il n'y a pas plus haute fréquence que celle de l'amour. Et lorsque on aspire vraiment à ce qu'il y ait cette paix croissante dans le monde, eh bien c'est à nous, là, d'être cette paix. Si on attend que ça se fasse autour de nous, que ça change, que ce voisin arrête de taper dans le mur, alors qu'il est à notre service, eh bien ça continue, ça se perpétue à l'infini. Alors on peut se dire, oui mais, à quoi bon regarde, qui suit ça, qui suit ce genre de préceptes-là? On n'a pas besoin de 7 milliards sur Terre d'êtres conscients. On n'a pas besoin de 7 milliards d'êtres qui soient en responsabilité, qui se souviennent de ce qu'ils sont. On a besoin d'une masse critique. Comme en chimie, où lorsqu'on met un goutte à goutte là, dans un récipient, à un moment donné, ça change de couleur. On a besoin que ces êtres que vous êtes, qui sont, il n'y a pas d'échelle de valeur quand je dis ça, mais qui sont les plus avancés sur le chemin de la conscience. Eh bien, on a besoin que ces êtres que vous êtes là se rappellent leur volonté véritable, pas la volonté de surface, se rappellent qu'ils ne veulent pas la paix, mais qu'ils veulent se rappeler qu'ils sont la paix. Qu'ils ne veulent pas l'amour à l'extérieur, mais qu'ils veulent se rappeler qu'ils sont l'amour.
qui ne veut pas la joie par les loisirs extérieurs ou les contentements du dehors, mais se rappeler qu'ils sont la joie, que cette joie n'est jamais susceptible d'être menacée par le dehors. On a besoin de ces êtres-là qui se souviennent de ce qu'ils sont. Et dans un monde quantique, c'est-à-dire que tout ce qui est accompli en l'un d'entre vous, l'est pour le monde entier. Alors, j'en parle dans ce livre que j'ai écrit, effectivement, dont le sous-titre est du fracas des combats à la paix intérieure. Bien sûr que j'ai cru à cette histoire de l'autre est le méchant, l'autre est celui qu'il faut éliminer, supprimer, faire disparaître. Bien sûr que j'ai cru à ce credo collectif. Et la vie m'a placé dans une situation où je n'ai pas eu le choix, je n'ai plus pu arbitrer entre la peur et l'amour. C'est l'amour ou c'est rien. C'est l'amour où ton corps physique disparaît et l'expérience s'arrête là. Et lorsque là, étant comme menacé physiquement, avec comme seule perspective la fin du fonctionnement du corps physique, je me suis dit, ok, maintenant, stop. Maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux que dehors, ça change, ou tu veux que dedans, ce soit à nouveau, là, en présence? Et lorsque j'ai laissé toute la place à cette paix, c'est-à-dire toute la place à ce souvenir, cette remémoration de ce que l'on est tous, qu'est-ce qui s'est passé devant moi? Eh bien, c'est comme si on avait là, avec ceux que j'étais, ceux avec qui j'étais, on avait disparu de leur champ de vision. C'est-à-dire que on n'est plus sur le ring, on n'est plus sur le champ de bataille. Il n'y a plus deux, il n'y a plus un et un, il y a l'unité. Et l'unité, c'est un, il n'y a pas deux. Pour se battre, il faut être deux. Et à partir du moment où il y a unité en soi, il y a unité pour tout le monde. Et donc, il y a disparition instantanée du conflit. Mais tant que ce que je dis là n'est pas expérimenté dans notre quotidien, tant qu'on reste encore accroché à l'idée que, quand même, ce qu'il m'a dit ou ce qu'il m'a fait, et qu'on trouve ça plus important que de réaliser ce qui en soi est immuable, la paix, eh bien, ça continue. Mais il n'y a pas de petite marche, il n'y a pas de petit effort là-dedans. Imaginez que vous ayez un voisin avec lequel vous êtes en conflit depuis 10 ans pour une sorte de poubelle ou de haie mal taillée. Soit on reste accroché à cette idée, d'ailleurs, bien souvent on l'a oublié, on ne sait même plus pourquoi on est en conflit avec lui. On sait qu'on est en conflit, c'est tout. Ou alors on se dit, tiens, je vais ne plus être dans la réaction, dans la réaction du passé. Je vais être dans le ici maintenant, dans l'instant présent. Et l'instant présent est neuf à chaque instant. Et je veux donc être ce que je suis, créateur, un être créateur. Alors aujourd'hui, oui, je vais croiser ce voisin dans la cage d'escalier. Et là, je vais changer les choses. Je vais leur aller droit dans les yeux. Et je ne vais plus jouer à 1 plus 1, mais à nous sommes 1, tous les deux. Sans attente de résultat. Juste parce que je veux me souvenir de ce que je suis. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que l'autre peut encore être en conflit avec soi? Non, puisque, encore une fois, pour être en conflit, il faut être deux. Ça demande juste la bonne volonté de se rappeler, rappeler ce que l'on est. Mais si je ne fais pas l'expérience là, réitérée, avec tous les êtres vis-à-vis desquels, eh bien, j'ai pu entretenir des relations difficiles, ou garder, là, par-devers moi, des luttes intestines, eh bien, rien ne se passe. Effectivement, il faut, puisqu'on a un corps physique, il faut ancrer ça dans la matière. Alors, j'ai beaucoup vu dans des démarches dites spirituelles, une tendance à s'isoler, à se mettre entre gens spirituels, parce que ça va bien se passer, on ne sera pas emmerdé comme ça. Ouais. Moi j'ai été tenté aussi quand j'avais 20 ans, je vais me trouver un petit coin tranquille sur les montagnes, comme ça, peinard, tout ira bien, mais ça ne fonctionne pas, ça c'est une pure illusion.
On a incarné, ça veut dire qu'on a décidé de jouer le jeu de la condition humaine. On a décidé de jouer le jeu de venir animer ces corps physiques qui sont faits de plein de mémoires ancestrales et qui vont attirer à nous, comme des champs magnétiques, eh bien, la contrepartie de ce que l'on est. Pourquoi ? Pour le rendre réel. Pourquoi on attire le conflit ? Pour se rappeler la paix qu'on est. Pourquoi on attire ces chagrins d'amour ? Pour se rappeler l'amour que l'on est. Pourquoi on attire à nous ces oppositions et ces rejets ? Pour se rappeler que nous sommes la joie. Que cette joie-là n'est en aucun cas tributaire d'éléments extérieurs. Alors la démarche est courageuse au sens du cœur qui agit. Il n'y a que ça. Ce n'est pas la raison. Si on écoute la tête, mais la tête qui est coupée en deux, jamais elle peut nous amener là. Jamais. Ça ne peut être que le cœur. Alors des fois on dit, ah mais tiens, regardez comment ils vont combattre tel truc, telle force, quel courage. Mais non. Courage, le cœur en action. Est-ce que le cœur est ouvert pour aller se battre ? Bien sûr que non, c'est l'inverse. Il n'y a que la tête qui peut faire le choix de l'opposition. Il n'y a pas de courage dans l'affrontement, il n'y a que de l'inconscience. Le vrai courage, il est dans le fait de se reconnaître identique à l'autre, de se reconnaître en l'autre, de ne plus voir de séparation entre soi et l'autre. Ça, c'est le vrai courage. Alors, on a érigé cette notion de courage, notamment dans toutes les sphères, les strates où les gens se battaient, allaient revendiquer des choses, et on dit oui, quel courage, mais pas du tout. Quel oubli, là. Quelle ignorance de soi. Alors, je ne vous cache pas que dans les sphères dans lesquelles j'ai navigué pendant 18 ans, ces vérités-là ne sont pas forcément palpables au premier plan. Mais pourtant, c'est ce que tout le monde veut. Bien sûr qu'au départ, on est tenté de vouloir faire taire l'extérieur, pensant que ça va calmer le bruit au-dedans. C'est très tentant. Mais vient un temps où on mesure à quel point le bruit du dehors, le fracas du dehors, n'est que le reflet, l'écho du fracas du dedans. Alors on peut se dire, alors, ok, maintenant, qu'est-ce que je choisis là ? Avec ma mère, mon père, mon voisin, mon ex-mari. Est-ce que je continue ce conflit, cette lutte, qui n'a aucune différence en vérité entre ce qui se passe en Syrie ou ce qui se passe en Afghanistan ? Aucune différence. C'est la même chose. Si je maintiens ça en moi, je maintiens tous ces conflits-là à l'extérieur. J'écris d'ailleurs dans mon livre, le meilleur moyen de maintenir la guerre dans le monde, c'est de vouloir la paix dans le monde. Vouloir que la paix soit au dehors, c'est-à-dire que là, arrêter ce bruit dehors, c'est une non-reconnaissance de ce qu'on porte. C'est une négation de notre nature créatrice qui a permis ça. Et tant que je veux autre chose que ce qu'il y a devant moi, alors que j'en suis l'émanation, eh bien, je perpétue ce contre quoi je lutte. Tout ce contre quoi on résiste, persiste. Alors c'est tenace. D'abord, ça se saurait si on parle de les combattants de la paix. Ou alors on va combattre le terrorisme. Il faut entendre ce que ça veut dire. On va mettre de la guerre sur de la guerre et on pense que ça va s'améliorer. Ah, moi je veux bien, hein. Enfin, je veux pas en fait. Mais tant que l'on croit que c'est en mettant davantage de jugement, de séparation, de rejet sur ce qui est là devant nous, et qui n'est là que pour que nous sentions à quel point ça touche en nous des espaces fragilisés, des espaces qui se sont oubliés, eh bien on perpétue ça. C'est pour ça que je dis que cette aspiration à la paix au dehors, eh bien maintient ce contre quoi, en vérité, on résiste. Alors c'est intéressant de voir dans nos vies quotidiennes comment ça fonctionne.
Est-ce qu'on veut une résolution des conflits qui passe par une abdication de l'autre? Est-ce qu'on veut une résolution des conflits qui passe par j'ai raison et que l'autre reconnaisse ses torts? Tant qu'il y a ça, ça perdure. Il ne peut y avoir qu'une seule issue, c'est celle de l'unité. Une seule issue, c'est celle de la reconnaissance de tout ça a été parfait. On a tous bien joué nos rôles. Pourquoi? Pour se rappeler ce que nous sommes. C'est comme une pièce de théâtre. Soit on se prend au jeu, et on oublie qu'on est des acteurs qui ont endossé un rôle pendant un certain temps pour finalement arriver à cette résolution totale des conflits. Soit on se prend pour les personnages et on continue à dire mais attends, mais ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Et puis on a là la conscience à l'arrière-plan qui est comme le régisseur ou comme le scénariste qui dit mais attends, c'est un rôle que tu as endossé. C'est un rôle, il a endossé le rôle là de ton conjoint, de ton voisin, de ton père ou de ta mère, peu importe. C'est un rôle que tu as demandé qui joue pour toi. Il y a une sorte de, si vous voulez, de promesse qui est faite avant l'incarnation. On est tous un avant de prendre cette forme humaine, pure lumière. On se voit tous comme ces sortes de sphères de lumière blanche, et on se dit mutuellement, tiens, tu joueras pour moi tel rôle, et toi ça, ok. Moi j'ai besoin, là, toi, dans cette prochaine vie, de vraiment de sentir le pardon en moi, de sentir l'amour, de sentir la paix. Mais j'ai besoin d'êtres qui vont jouer les rôles opposés pour que je puisse en faire l'expérience dans ma chair, ma matière. Et là, des âmes se présentent et qui nous disent, oui, par amour pour ce que tu es, par amour pour toi, je vais jouer le rôle opposé. Je vais jouer le rôle du violeur, le rôle du père violent, je vais jouer le rôle du voisin qui tape dans le mur, je vais jouer le rôle du conjoint qui va te trahir, et ainsi de suite. Mais je te demande juste une chose, une seule chose. Sur moi, cette promesse-là, c'est souviens-toi de ce que je suis. Ah oui, je te promets, hein, merci, grâce à toi, je pourrais vraiment en faire l'expérience dans cette matière, dans cette incarnation. T'inquiète pas, je me rappellerai de ce que tu es. Et il se passe quoi ici-bas? Il se passe qu'on choisit tous d'oublier et on reste accroché sur le personnage. Non, 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 non. C'est ton rôle, c'est ton personnage, c'est ce que tu es. C'est là où on bute. C'est là où on oublie à quel point, puisque encore une fois, il n'y a pas de hasard, pourquoi cela a-t-il lieu? Comment se fait-il que parmi les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, ce soit celui-là en particulier qui soit là? Des fois, on me dit, ah, moi, j'ai pas de chance dans la vie, tu vois, j'attire toujours les mêmes personnes. Au contraire, mais quelle chance, quelle grâce, tu peux pas te louper. Ben oui, puisque tu attires toujours à toi les mêmes types de personnes, c'est bien qu'il y a un sens. C'est bien que ces êtres-là sont à ton service pour pointer en toi un espace. Soit tu utilises la force de l'ego qui va dire c'est tous les mêmes, c'est tellement facile. Ou alors tu te dis tiens, mais si ça vient là à moi, si je suis comme ce champ magnétique qui attire sans cesse à lui les mêmes énergies, c'est que peut-être ce champ magnétique porte une fréquence particulière qui permet ça. Et si je change la fréquence de ce champ magnétique, bien évidemment que je vais attirer à moi autre chose. Alors il y a cet oubli, cette promesse qu'on s'est faite, tous les uns mutuellement, les uns les autres, et on préfère rester accroché au rôle, au personnage, à l'identité. Et là est l'écueil. C'est ça que je dis que tant que l'on veut que l'extérieur change pour améliorer notre paix intérieure, tant qu'on veut que l'autre nous aime pour sentir l'amour que l'on est, eh bien on se leurre. L'autre n'est pas là pour ça, l'autre est là à notre service, on est tous là mutuellement, les uns pour être au service les uns des autres, pour se rappeler ce que l'on est. Et quand je parle de libre arbitre, il est là. Soit je choisis l'oubli, la négation de ce que je suis, le rejet, soit je dis, bon, allez, effectivement, j'ai bien bataillé pendant des années, maintenant je choisis de te voir, de vous voir tous et toutes, au-delà de la forme, au-delà du voile. Je choisis de vous voir pour ce que vous êtes vraiment, au-delà des personnages. Et ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on libère les uns les autres de leur obligation contractuelle de jouer ce rôle-là pour nous.
la belle-mère acariâtre, enfin, qui nous bourrait sa dinde tous les dimanches midi, et que lorsqu'on lui parlait, elle répondait à côté, eh bien, si on dit, tiens, mais finalement, je porte sur elle un regard neuf, et que je vois plus le personnage, mais je vois ce rôle qu'elle a joué pour moi. Mais quelle libération pour elle. Elle n'est plus contrainte de jouer ce rôle-là à l'infini, et ainsi de suite. Et c'est là où ça demande vraiment du courage. Si on écoute la tête, et qu'on écoute ce que, là, les mots, eh bien, évoquent encore en nous, on reste cloisonné là-dedans, on bute sans cesse là-dessus. Ça ne peut pas être un processus intellectuel, analytique. Ça ne peut provenir que du cœur, que dans nous l'espace qui n'a jamais été séparé. Alors effectivement, j'aime à dire que je m'adresse à des âmes anciennes. Quand je dis anciennes, ce n'est pas en termes de temps linéaire, c'est en termes de sagesse. La sagesse, elle est là. On parle souvent de la sagesse qui est portée par les enfants. L'enfant, il est là, il peut passer du rire aux larmes avec son camarade de jeu. On lui présente un autre enfant qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, ou alors il connaît d'Ève et d'Adam. Et il n'a pas besoin d'être présenté, il n'a pas besoin d'amener un CV pour être en accord avec l'autre. Ils sont là, ils ont 2 ans, 3 ans, ils se prennent dans les bras, ils jouent, ils pleurent ensemble, ils s'embrassent. Ça circule tout de suite. Et quand bien même, en jouant à leur jeu du cow-boy des Indiens, eh bien le cow-boy tue l'Indien. Ils savent que c'est un rôle, après ils passent à autre chose, ils continuent à jouer. L'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il reste accroché au rôle. Toi, tu m'as trahi, hop, et ainsi de suite. Vous mettez 2 enfants de 2 ans dans un parc de jeux, là. Ils ne se connaissent pas, et bien tout de suite, ils laissent l'amour les réunir, tout de suite, tout de suite. Et vous mettez 2 adultes dans un ascenseur, qu'est-ce qui se passe? Quel est le choix qui est fait là? On va choisir de ne pas se regarder, de compter les étages, et surtout pas croiser le regard de l'autre. On ne sait jamais, on pourrait tomber amoureux l'un de l'autre. Donc c'est la stratégie de l'évitement. Mais ce faisant, on oublie, attendez, pourquoi il se passe ça? Pourquoi la vie fait, puisqu'il n'y a pas de hasard, que ce soit précisément cet être-là, qui est là, seul avec moi dans l'ascenseur? Pourquoi lui ou elle plutôt que l'un des autres là? C'est celui que j'ai choisi, et pour autant, je vais l'ignorer. Je vais l'ignorer. Il n'y a pas de hasard, il est à côté de moi, mais je choisis de l'ignorer. Je trouve ça assez fabuleux. Moi, je suis venu en train aujourd'hui. Et je vois des gens qui s'asseyent, vous savez, les sièges qui sont l'un en face de l'autre, et qui vont passer tout le trajet à soigneusement s'éviter de regard. Mais ils sont à même pas 30 cm l'un de l'autre, c'est-à-dire que la vie les fait là se mouvoir dans une même direction pendant 3-4 heures, et on va entreprendre tous les efforts qui sont possibles d'être entrepris pour ne pas se rencontrer avec l'autre, pour ne pas croiser le regard de l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu en arriver jusque-là? Là, vous mettez dans la même situation 2 enfants qui ne se connaissent pas, mais au bout d'un quart d'heure, ils sont les meilleurs amis du monde. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a donné tellement de pouvoir à la forme, aux étiquettes, au jugement, au rejet, au je ne veux pas, au dérangement, que ça nous a amené là. Dans ces êtres-là qui se retrouvent l'un et l'autre, par la force de l'amour qui les réunit, eh bien, on fait le choix de la séparation, on fait le choix du jugement, on fait le choix de je ne veux pas voir et je ne veux pas me rappeler de ce que je suis. Et pourtant, la vie, à chaque instant, nous offre cette opportunité-là, cette main tendue, cette main divine tendue. Que choisis-tu? Vas-tu enfin te rappeler de ce que tu es? Et on s'étonne qu'ensuite, par ce genre d'attitude et de comportement, eh bien, dans la vie de tous les jours, il y a un mot qui sort de cet autre-là qui est face à nous, qui est un petit peu au-dessus des autres. Ça part en guerre, mais c'est normal. Quand même, il n'y a rien qui, là, entre les deux, n'inspire autre chose que l'amour. Eh bien, on choisit l'ignorance, on choisit l'inconscience. Il ne faut pas être surpris si l'engagement est un peu plus dense, un peu plus confrontant,
que ça parte directement en conflit. C'est normal. Mais il faut juste dire, tiens, mais qu'est-ce que je fais, moi, de chacune de ces opportunités que la vie m'offre? Est-ce que je vois l'autre comme étant un autre moi-même? Est-ce que je me vois comme étant le créateur, la créatrice de ça? Est-ce que je vois qu'en vérité, il n'y a pas d'autre être au monde plus proche de moi aujourd'hui que celui-ci, même si la rencontre, la relation, les retrouvailles ont lieu pendant 1 heure, 1 seconde, ou le temps d'un trajet en train de 4 heures? On fait quoi de ça? Non, on préfère se projeter dans le futur et ignorer le présent, et dire non, ça compte pas, c'est pas important, l'autre qui est là devant moi n'existe pas. Mais on parle de soi, il n'y a que soi ici. Il n'y a toujours que soi sur Terre. Chaque fois qu'on va juger l'autre, pointer l'autre, l'ignorer, on parle de soi. Si je ne suis pas en capacité de voir l'autre au-delà de sa forme, au-delà du rejet qui m'inspire, c'est toujours de soi qu'on parle. C'est toujours un aspect de soi qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas embrasser, qu'on ne veut pas aimer, qu'on ne veut pas accepter. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on va finir le trajet en train bras dessus bras dessous, c'est pas ça. Mais est-ce que je sens, moi, la capacité viscérale, originelle, de pouvoir briser la glace? Cette glace-là qu'on a mise, non pas entre les autres et nous, mais entre soi et soi, entre le petit moi et le grand soi. Qu'est-ce que je fais de ça, de chacune de ces bénédictions qui me sont ouvertes pour faire par la vie? Est-ce que je choisis la distance, qui est toujours le 1 plus 1, ou je vais choisir l'unité? Mais ça peut être un temps de silence, mais au moins il y a une rencontre. Alors, j'ai fait une conférence cette dernière sur le couple, l'amour, la dépendance et les relations. Le couple ou la relation, elle est partout et tout le temps. On aime bien figer la relation ou l'amour dans la durée, mais il n'y en a pas, ça n'a pas besoin d'une durée. Si ça dure 1 seconde ou une vie, en vérité c'est la même chose. Mais c'est qu'est-ce que je fais de l'ensemble de ces possibilités de rencontres, de retrouvailles? Est-ce que je les brade ou je les sacrifie sur l'autel de la dualité? Ou je me dis, tiens, là j'ai l'occasion, la possibilité de rencontrer l'autre. C'est-à-dire d'être dans ma vérité. De ne plus ignorer la caissière qui me rend la monnaie, à qui je prends les pièces sans la regarder. En disant au revoir, en regardant déjà ma voiture. Est-ce que je suis en capacité de dire, mais tiens, elle est là, on est ensemble. À ce moment-là, c'était un instant magique. Est-ce que, ne serait-ce que 3 secondes, je peux être avec elle? Ou je suis juste dans ma bulle et le reste, peu m'importe. Est-ce que j'offre ma nature véritable, ce que je suis, à chacune et chacun? Ou non, c'est une espèce de carapace que je promène dans le monde en espérant que parmi cette foule-là, eh bien, quelqu'un va venir la caresser pour que je puisse entrouvrir et dire, oui, toi, tu es aimable, je peux ouvrir mon cœur vers toi. Ça ne marche pas comme ça. C'est à nous, là, chaque fois, de changer notre regard. Comment je vois l'autre? Est-ce que je vois différent? Est-ce que je vois dans son rôle joué, dans son personnage, où je vois à quel point nous sommes un? C'est tellement, encore une fois, c'est tellement tentant de se dire, tiens, mais non, mais là, c'est pas important, le plombier qui vient, mais oui, c'est pas important. Mais alors, pourquoi c'est lui parmi 7 milliards qui vient, s'il n'y a pas de hasard? Pourquoi c'est lui en particulier, s'il n'y a pas une rencontre? C'est-à-dire s'il n'y a pas, encore une fois, la possibilité de transcender la forme. Et le temps n'a rien à voir là-dedans. Souvent on se dit, ben non, mais ça ne sert à rien que je fasse un effort, pourquoi je dirais investir là de l'énergie. Tiens, ben non, on se rencontre là pour une soirée, à quoi bon? Effectivement, toutes ces soirées dont on parle là, soi-disant pour se rencontrer. Alors on est invité, 10, 15 personnes, chacun se présente, bonjour, un tel, et on oublie au fur et à mesure les prénoms. Aucun intérêt, parce qu'on n'est pas là, on est en train de penser à autre chose.
dès l'instant là, de la rencontre, il n'y a pas de rencontre. Et qu'est-ce qu'on dit ces soirées-là? Ah, on s'est bien éclaté, ça c'est sûr qu'on s'éclate. Ça part dans tous les côtés. Parce qu'on ne veut pas se rencontrer. Le jour, à la place de passer des soirées à s'éclater, on pense à des soirées à se centrer. C'est-à-dire à se recentrer les uns sur les autres. Mais ça changera tout. Et on a peur du silence, parce que dans le silence, eh bien, il n'y a plus ce brouhaha qui fait qu'on maintient une séparation. On voit bien comment ça se passe lorsque il y a une tablée et puis que là, la grâce descend et que plus personne ne parle. Il y a un temps de silence. Il y a comme un mal-être, un malaise qui vient. Oula, vite, sort une blague parce que ça va pas du tout là. Et bien sûr, la bonne blague, oui, un an je passe, ouf, soulagé. Soulagé, on sort du silence. Il se passe quoi? Il y a quoi dans le silence? Ben oui, dans le silence, il n'y a rien qui est meublé. C'est-à-dire que dans le silence, on commence à se voir comme on est. On peut se voir dans le blanc des yeux, on peut sortir du rôle, on n'a plus besoin de s'accrocher à des blabla qui viennent de la tête, et on laisse la proximité qui est là, qui est vibratoire, prendre place. On a peur de ça, pourquoi? Parce qu'on a peur de se rencontrer soi-même. Parce qu'en voyant l'autre, c'est soi qu'on voit. C'est-à-dire pour ça que lorsque on vous dit le matin au boulot, salut, ça va? Oui, ça va. Tout le monde dit ça va. Ça va où? On ne sait pas. Pourquoi on dit ça va? Parce qu'on sait très bien que si on dit non, ça ne va pas, l'autre, ben oui, parce que ça confronte à soi-même. Ça confronte au déni là, qu'on perpétue à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, quand je dis ce ça va là, c'est pas pour dire tiens, il faut se plaindre de son état, mais juste être honnête. Il n'y a plus la place pour ce déni-là. Moi, je reçois, enfin, moins maintenant, mais avant, je recevais beaucoup de personnes en individuel qui étaient issues de tous les strates de société et qui entraient dans des formes de burn-out, alors que, vu l'extérieur, la situation était extrêmement confortable. Mais l'époque actuelle appelle à une adéquation entre ce que l'on veut vraiment là et ce que l'on manifeste. On ne peut plus se dire oui, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, je vais en vacances là au bon endroit, donc ça va. Est-ce que ce rêve véritable avec un R majuscule est honoré? Est-ce que ce rêve n'a pas été étouffé par des conditionnements, par la volonté de faire plaisir aux autres, d'être reconnu à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est une vraie paix qui se déploie en soi, ou c'est quelque chose qu'on a pu accomplir pour avoir la paix autour de soi, pour faire plaisir à papa, à maman, l'entourage, faire plaisir au compte en banque, et ainsi de suite? Mais est-ce qu'on ressent la joie que l'on est là? Est-ce qu'on ressent l'amour que l'on est? Tant qu'il y a une question, c'est que ce n'est pas une évidence. Si ce n'est pas une évidence, c'est qu'on a ce conflit-là. Alors, il faut être honnête, parce que le corps physique, qui est un haut-parleur, qui est une espèce d'éponge énergétique, qui est dans la droite lignée de la planète Terre, il est tenu de vibrer à la même fréquence que la Terre. Et donc, c'est même mesuré de manière, on va dire, scientifique. La Terre augmente ses fréquences, ses vibrations. C'est-à-dire que le corps physique est tenu de vibrer à la même fréquence que la Terre, avec une certaine forme de verticalité et d'élévation vibratoire qui est celle de l'unité et plus la séparation, de la mise en adéquation, on va dire, du ciel et de la terre, comme un arbre. Alors, si on ignore son ressenti et que l'on se fonde sur ce qu'on nous demande dehors ou ce que dit la tête, en ignorant eh bien, l'inconfort énergétique qui est passé dans le corps physique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'on commence à installer en soi, dans le corps physique, des zones de conflit, des zones de guerre, où, effectivement, il n'y a pas de circulation énergétique, où il y a un ralentissement du spin cellulaire, où, eh bien, là, les cellules se figent dans un espace de non-amour, de non-joie, de séparation. Il suffit de voir
l'explosion du nombre de cancers, et quand je lis que pour la France, pays extrêmement développé, n'est-ce pas? Eh bien, l'on prévoit dans les 5 ans à venir, 50% de la population française touchée par des formes de cancer ou de tumeurs. Il y a peut-être quelque chose à aligner. Peut-être que le système simplement là, de la consommation extérieure, consommer l'autre, consommer des loisirs, consommer de je ne sais pas quoi, et peut-être pas ce que l'on veut vraiment. Ça a pu répondre effectivement à une volonté extérieure de surface, mais est-ce que ça répond à notre volonté véritable? Alors, c'est simple de se poser la question et de savoir où on en est. Soit dans un travail, dans une relation, un couple. Est-ce que lorsque j'amène ma conscience dans mon cœur, c'est un oui inconditionnel? Où il y a quelque chose qui dit, bon, c'est pas si pire. Qui dit, bon, quand même, on a construit des choses ensemble. Donc le passé nous tient. Voire, on a un crédit immobilier ensemble. C'est ce qui nous maintient. Ou on reste ensemble à cause des enfants. Les pauvres. C'est là où ça nous demande de l'honnêteté. Parce que à ce même patron dans ce travail, à ce même conjoint, cette même conjointe, on va demander qu'il change. Parce que, tu comprends, mon patron il n'est pas sympa, et mon conjoint non plus. Mais est-ce qu'au départ tu t'es écouté? Est-ce que c'est vraiment là l'être avec celui ou celle le plus au monde où il y a cette vibration cardiaque? Est-ce que le travail que tu occupes, c'est vraiment, ça correspond à ton rêve initial? Oui ou non? Si c'est oui, ok, parfait. Mais si c'est pas un oui entier, plein, massif, il est un peu normal que ce patron-là joue son rôle. Puisque tu n'as pas choisi, tu t'es pas écouté dès le départ. Si tu ne t'écoutes pas, l'univers qui est un miroir, un reflet, te montre « je ne t'écoute pas, je ne t'entends pas ». C'est le monde entier ne t'entend pas, ne t'écoute pas. Donc, bien évidemment qu'autour de toi, tu vas tirer des collègues, un patron, un environnement oppressant. Parce que dès le départ, tu ne t'es pas écouté, tu ne t'es pas aimé, tu n'as pas reconnu ton besoin véritable. Pas un besoin de sécurité extérieure. Mais sûr que pendant un temps, on a tous pu passer par là. Mais après, une fois que tu as identifié ça, que tu dis « Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» Ben non, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est ce que je voulais au départ pour me sécuriser, pour retrouver un espace de paix à l'extérieur. Mais maintenant, je veux quoi vraiment? Ben oui, je veux honorer ce que je sens à l'intérieur de moi. Je ne sais pas ce qui est là, qui peut pointer, mais ce que je sais vraiment, c'est que ce que je vis aujourd'hui n'est pas conforme à la volonté de mon âme. Chaque fois que l'on se ment, eh bien, on est confronté par voie de résonance, comme un miroir, eh bien, à la contradiction qui est en nous. Et là, la guerre commence. La guerre, elle est en nous, elle n'est pas extérieure. Qu'est-ce que je fais de cette volonté véritable, cette aspiration qui est là en nous et qui parfois a été sacrifiée là sous prétexte de faire plaisir aux autres ou par la crainte du lendemain ou pour être dans le moule collectif. Il y a un temps où ce moule est trop petit. Il y a un temps où ce conditionnement, eh bien, s'il n'est pas entendu, eh bien, il descend en quelque sorte en vibration dans le corps physique. Et ça génère ces sensations émotionnelles jusqu'à des douleurs dans le corps physique. Et on s'éloigne du centre, de nous-mêmes, on s'éloigne, on tire sur cette corde-là, que dit-on d'ailleurs? On dit, tiens, il a trop tiré sur la corde, il en est mort. Alors, cette paix à laquelle on aspire tous, on l'est déjà. Mais bien souvent, on s'en est éloigné en donnant notre pouvoir à ce qu'on voyait autour de nous, qui en vérité était là pourquoi? Pour qu'on puisse se rappeler totalement ce que l'on était.
Alors c'est important pour celles et ceux qui aspirent vraiment, c'est-à-dire de manière lucide, consciente et honnête, à manifester le l'intention originel. Dire tiens, moi aujourd'hui, là, quand je scanne mon existence, est-ce que ce qui est là manifesté, ce que je manifeste, ce que j'expérimente, est aligné sur ce que mon cœur m'invite à vivre? S'il n'y a pas de question, si pour vous c'est pure évidence qui est là expérimentée, c'est ok. L'évidence ne laisse pas la place à la question. Mais si ce questionnement est coiffé par toute une liste de bonnes raisons pour ne pas vous écouter, vous entendre, vous ne trompez que vous-même. Parce que, encore une fois, la vie étant parfaite et alignée sur votre volonté véritable, elle va, de manière croissante et de manière de plus en plus intense, pointer ce qui en vous n'est pas honoré. Et donc ce conflit intérieur, eh bien, de plus en plus prendre la forme d'un conflit extérieur, jusqu'à ce que eh bien, le point de rupture se fasse jusque dans le corps physique. Alors, c'est pas surprenant que dans les sociétés dites occidentales, où il y a une forte aspiration à donner du pouvoir à l'extérieur, à trouver les joies, le contentement, les solutions dans les objets hors de soi, il y a un tel drame humain, avec une telle folie dépressive. On voit la consommation de cacher, justement pour cacher, et de comprimer pour encore plus comprimer. C'est un peu normal. Mais pendant combien de temps on va tenir? C'est pas une question de est-ce que oui ou non je vais m'entendre, est-ce que oui ou non je vais honorer ce qui en moi là est là depuis effectivement cet âge de l'enfance, c'est combien de temps je vais tenir à ne pas le faire. Cette notion de paix intérieure, elle n'est pas liée à question de réussite ou d'échec. On s'est tous incarnés pour ça. Tous incarnés pour laisser ça remonter et traverser les voiles et la coque au cœur de laquelle parfois on a pu s'enfermer. Bien sûr que ça peut chatouiller un petit peu l'entourage. On me dit parfois, mais tu comprends, si je commence à m'écouter, à m'entendre, et plus à obéir aux injonctions de ma famille, de ceci, de cela, ça va déranger autour de moi. Ça ne va pas déranger. Ça va ranger. Personne n'étant à sa place, si vous vous alignez sur votre fréquence, votre vibration, bien sûr que ça fait bouger les pièces du puzzle, mais ça ne les dérange pas. Ça oblige effectivement chacune et chacun à dire, mais tiens, si lui ou si elle, il s'écoute, quelle est l'invitation au départ? Est-ce que moi je suis aussi je suis en train de m'écouter? C'est plus confortable de dire, mais non, mais arrête de bouger, reste comme t'es, contente-toi de ce que t'as. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est là sur Terre pour se contenter de quelque chose? On est là pour être, sans limitation. Alors, chaque fois que l'on oublie ça, eh bien, c'est une graine de conflit qu'on sème. Chaque fois qu'on dit non à la vie qui en nous dit oui, eh bien, c'est un début de guerre, là, qui émerge autour de nous. Chaque fois que on n'écoute pas, on n'honore pas notre voix intérieure, notre besoin véritable, eh bien, c'est une invitation envoyée dans cet univers tout entier à nous rappeler à quel point on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Alors effectivement, deux possibilités, soit on va se replier, c'est-à-dire ce monde est dingue, ce monde est fou, ce monde est extrêmement agressif, ou alors, est-ce que ce monde n'est pas plutôt à l'image de ce qu'on s'offre à l'intérieur, cet alignement qui est passé d'une voie verticale à une voie horizontale? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors oui, bien sûr que cette paix intérieure, elle est la conséquence de ce qu'on s'offre à l'intérieur. Et la conséquence de la conscience qui cesse de se projeter au dehors pour trouver une solution et qui revient au centre, à la maison,
et qui répond à la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment entretenir ce conflit avec mon voisin depuis 20 ans? Est-ce que je veux vraiment rentrer en procès avec mon ex-femme? Est-ce que je veux vraiment atteindre cette ambition-là dans mon travail? Alors que lorsque je l'aurai atteinte, eh bien derrière, j'aurai encore envie d'autre chose? Est-ce que je veux vraiment être dépendant de telle chose ou telle autre? Non. C'est pas ça que je veux vraiment. En surface, oui, mon ego dit ça, le mental dit ça, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Eh bien, je veux que, quelle que soit l'intensité des phénomènes autour de moi, me rappeler que je suis l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes, et qu'ils ne sont en aucun cas susceptibles d'atteindre la paix que je suis. Nous ne sommes pas les nuages, ni la foudre, ni la pluie, nous sommes le ciel. Et on se prend pour les nuages, on dit « Ah là là, on y regarde, il fait gris ». Mais non, c'est les nuages qui sont gris, le ciel est toujours bleu. Alors, cette conscience qui se déploie en soi, chaque fois qu'on veut bien, avec notre bonne volonté, se rappeler ce que l'on est, eh bien, nous ramène dans notre espace originel, l'espace où tout est un, l'espace où rien n'a jamais été séparé, l'espace où on se souvient de la promesse qu'on a faite les uns aux autres, de se rappeler derrière les rôles, derrière les vêtements endossés, qu'il y avait juste une seule ambition, être pur amour. Merci infiniment.